La chasse aux économies qui se poursuit, le gouvernement cherche du côté de l'assurance chômage et veut frapper très fort. Les discussions ont commencé avec les syndicats reçus par la ministre du Travail. À la sortie, il dénonce, je cite, un projet totalement fou, à l'image de la patronne de la CFDT. Écoutez. Ça a été franc et direct. On a pu faire valoir nos arguments et puis essayer de comprendre en fait quelle était la logique derrière les différentes annonces qui ont pu être faites, notamment de réforme de l'assurance chômage et du marché du travail. En fait, on partage ni les objectifs ni les moyens qu'ils veulent activer pour pouvoir soi-disant répondre à la situation. On a essayé à la fois de comprendre la logique et de comprendre quels étaient en fait les arguments et les études sur lesquelles le gouvernement s'assoit. Et en fait, il n'y a rien qui va, rien ne va. Bonjour Arthur Berda, éditorialiste politique, chef adjoint du service politique au Figaro. Raphaël Legendre, bonjour éditorialiste à BFM Business. Et Michel Picon nous a rejoint, président de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité. Votre regard justement sur les pistes. Vous allez rencontrer la ministre du Travail cet après-midi en ce qui vous concerne. Absolument. Vous avez déjà du coup eu les sons de cloche des autres syndicats. Oui. Bah, écoutez, moi je pense que la ministre engage plusieurs fronts. Peut-être qu'elle en engage trop, on va voir. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut faire quelque chose. On a salué le courage du Premier ministre dans le constat et la façon dont il a pu faire partager aux Français l'urgence de la situation. Et on a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut que l'on se pose. On peut pas continuer à dépenser autant d'argent que ce qu'on l'a fait. Donc oui, l'assurance chômage est une piste. Et puis les jours fériés en sont une autre. Nous ne la partageons pas. Je vous expliquerai si besoin pourquoi. Et alors puis, on va rester pour l'instant, si vous le voulez bien, on va se concentrer sur l'assurance chômage, Raphaël Legendre. Déjà, quelles sont les pistes ? Alors les pistes, c'est un resserrement des conditions d'indemnisation, c'est un tour de vis sur les conditions. C'est travailler plus pour avoir le droit à des indemnités chômage. Ça serait avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois écoulés plutôt qu'avoir travaillé 6 mois sur 24 mois. Donc évidemment, ça ramène la durée d'indemnisation là de 18 à 15 mois seulement. Ça permet de dégager des économies de 2 milliards et demi pour la période 2026-2029, Et au-delà, à horizon 2030, on serait sur 3 à 4 milliards d'euros d'économies en vitesse de croisière. C'est important, c'est des économies importantes, c'est un véritable tour de vis. La dette de l'Unédic, c'est-à-dire de l'assurance chômage, est elle aussi extrêmement importante. On est à près de 60 milliards d'euros. On est toujours sur un régime déficitaire et un niveau de chômage en France qui n'arrive pas à passer sous les 7%, alors que la moyenne dans le reste de la zone euro, c'est 6,2%, et même au sein de l'Union européenne, 5,8%. D'où ce tour de vis, cet effort pour essayer de mettre un peu la pression. Avec des particularités toujours pour les jeunes ou pour les seniors ? Oui, absolument. La ministre, effectivement, essaie de mettre en place des mesures particulières, des mesures spécifiques d'éligibilité élargie pour les jeunes qui sont particulièrement touchés par le chômage aujourd'hui et pour les seniors en fin de carrière qui pourraient bénéficier d'une indemnisation un peu plus longue que le régime général, effectivement. Un carnage pour les demandeurs d'emploi, dit Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. L'idée, c'est de dire vous allez pouvoir toucher une assurance chômage moins longtemps et vous n'y aurez pas tous droit. En tout cas, les critères seront plus restrictifs. Non, mais il y a une vision comptable des choses et des chiffres, mais il y a aussi le besoin de remettre au travail des gens qui n'y vont pas, parfois parce qu'ils se sont installés dans une situation de demandeurs d'emploi et c'est difficile de retourner à l'emploi. Donc tous ceux qui concourent à remettre des demandeurs d'emploi qui pourraient travailler, qui n'ont pas cette énergie, il faut qu'on le travaille. Il faut être aussi très prudent sur ceux qui véritablement, pour des raisons multiples, des raisons de mobilité, des freins, ce qu'on appelle les freins périphériques du retour à l'emploi, la garde d'enfants pour un certain nombre de femmes, le logement aussi, parce qu'on peut vous proposer un travail, mais loin de chez vous pour se loger, ça va pas être évident. En ce moment, dans toutes les stations balnéaires, on cherche des collaborateurs, on cherche des cuisiniers, des plongeurs, des serveurs. Mais si vous pouvez pas vous loger, comment vous pouvez accepter ce travail ? Vous savez, l'assurance chômage, c'est quelque chose de très... D'abord, c'est
une belle organisation pour notre pays. C'est un filet de sécurité formidable, mais il faut le préserver. Pour le préserver, il faut pas simplement avoir une vision comptable des choses, parce que l'assurance chômage, elle est presque à l'équilibre, quasi à l'équilibre. 400 millions de déficit. Oui. Ouais. C'est Et 60 milliards de dettes, quasiment. C'est pas tout à fait exact. C'est 400 millions de déficit après prélèvement de l'État. Parce que bien évidemment, plus que largement, c'est pour ça que je dis que la vision comptable n'est pas suffisante. Mais alors, si on reste sur les sujets très concrets et les conséquences pour les Français, parce qu'on dit il faut remettre tout le monde au travail. Encore faut-il qu'ils aient un travail potentiel à trouver. On en est où du chômage en France actuellement? On est un peu au-dessus des 7%, 7,2%. Effectivement, ce qui, je vous le disais tout à l'heure, est assez sensiblement au-dessus de la moyenne européenne. Tous les pays qui sont à l'est de la France, Allemagne et autres, sont plutôt autour des 5-6%. Vous avez des pays qui ont un chômage aussi bien supérieur. L'Espagne, dans le nord, la Finlande, sont plutôt au-dessus de 9%. Mais on voit qu'on plafonne à 7%. Le plein emploi est possible. Il est installé dans la majorité des pays européens. Et on voit qu'en France, il y a encore des résistances. D'où ce coup de pression léger. Après, il faut quand même rappeler que même après cette réforme, si elle passe, rien n'est moins sûr, on gardera l'un des régimes les plus généreux d'Europe, que ce soit en taux de reversion. On est entre 57 et 63%. On est vraiment dans le haut de la fourchette européenne. Qu'en termes de plafonnement d'indemnité, on est à plus de 8 000 euros. On peut aller jusqu'à 8 000 euros d'indemnité brute, quand d'autres pays les limitent à entre 1 500 et 3 000 euros, y compris l'Allemagne. Arthur Berda, j'ai quand même l'impression qu'il y a tous les 6 mois, je ne sais pas, une réforme de l'assurance chômage. Ah, tous les 6 mois, vous êtes gentil, c'est plutôt tous les 3-4 mois même. Bah voilà. Non, vous avez parfaitement raison. La réforme de l'assurance chômage, en réalité, depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, on nous en a annoncé, je crois, 3 ou 4. Il y en a eu une seule qui a véritablement été mise en place. La dernière, vous vous souvenez, c'était Gabriel Attal qui l'a portée lorsqu'il était à Matignon. Et puis est arrivée la dissolution. Et puis Gabriel Attal nous a annoncé que finalement il l'a suspendée. Aujourd'hui, il s'en fait le plus grand défenseur d'une réforme qu'il a lui-même suspendue en quittant, ou juste avant plutôt, de quitter Matignon. François Bayrou et l'exécutif ont aujourd'hui le courage de remettre ce sujet sur la table. Je crois qu'ils ont raison de le faire. Raphaël a eu raison aussi de prendre cette précaution en disant que pour l'instant, cette réforme, on n'était pas véritablement certain qu'elle voit le jour. Malheureusement, parce qu'il y a un constat en revanche qui est partagé, c'est qu'il faut que l'on travaille plus en France, que l'on travaille plus dans la semaine, que l'on travaille plus longtemps dans la vie, mais il faut aussi, et ça Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre du Travail, le dit et le répète, c'est tout à son honneur, il faut que l'on soit plus nombreux à travailler. Donc il faut qu'on lutte contre ce qu'on appelle, c'est un mal français, les trappes à inactivité. Et l'assurance chômage aujourd'hui en France, par sa générosité, est devenue une trappe à inactivité. Alors, vous posiez des garde-fous, vous avez parfaitement raison de le faire, Monsieur Picon, sur les gens qui ont véritablement besoin de l'assurance chômage, et cela, il faut absolument les préserver. Mais sur ce système qui est parmi les plus généreux d'Europe, sinon du monde, il y a effectivement à aller faire des efforts pour inciter au retour à l'emploi en France et donc permettre de régler une partie seulement des problèmes économiques structurels que l'on a. Et alors, très concrètement, comment ça va se passer? Parce que la règle du jeu, normalement, c'est que c'est aux partenaires sociaux de se mettre d'accord. Est-ce qu'un accord peut être trouvé entre les syndicats et le patronat? L'accord sur la feuille de route que l'on n'a pas encore reçue, ça s'appelle une lettre de cadrage. Bon, elle porte un montant financier, je ne sais pas de combien il sera. Madame Léon, tout à l'heure, que j'ai vu, qui sortait des plateaux, me dit c'est près de 4 milliards. Bon, 4 milliards, allez. C'est 4 milliards, 2 milliards à horizon 2020, 2 milliards et demi à horizon 2029 et plus de 4 milliards au-delà de 2030. Je pourrais vous dire ça ce soir, après avoir rencontré la ministre. Mais comment ça va se passer? D'abord, faut-il que les organisations syndicales acceptent de venir négocier. Moi, ce que j'espère. Enfin, nous, UDP, on accepte de négocier parce que c'est utile. C'est utile pour un segment de demandeurs d'emploi qui a besoin d'être un peu boosté pour reprendre son travail, et il faudra voir comment on s'y prend. Si les partenaires sociaux n'acceptent pas de discuter, le gouvernement reprend le stylo. Ils acceptent toujours de discuter, les partenaires sociaux, ils acceptent jamais de signer. Oui, mais enfin, non. Ils n'ont pas accepté de venir à la réunion hier pour la plupart. Exactement. C'est pas dit. Et donc, s'il n'y a pas de discussion, au final, c'est le gouvernement qui fera ce qu'il veut.
sa propre copie. Voilà. Et moi, je regrette que le gouvernement ait une vision simplement d'aller capter les profits de l'Unédic. Parce que, pardon de le dire, le prélèvement de l'État, c'est sur les excédents. C'est-à-dire, on a plus de cotisations que ce qu'on paie de prestations, et l'État vient et capte cet argent pour améliorer l'équilibre de son budget, qui est certes nécessaire, mais en tout cas, l'Unédic, c'est pas fait pour ça. Et donc, si on nous demande simplement d'avoir une vision comptable pour que l'État puisse trouver de l'argent, je pense qu'on aura du mal à trouver un accord. Si on a une vision qui est plutôt d'essayer d'aider les gens qui sont en dehors du travail à le retrouver, moi je pense qu'on peut trouver un accord. Alors, on parle des économies que cherche à faire le gouvernement sur l'assurance chômage. Le gouvernement cherche aussi à faire des économies sur l'assurance maladie. Vous disiez, le problème, c'est qu'on ne travaille pas assez. C'est clairement aussi les pistes du gouvernement, faire en sorte que les Français travaillent plus, parce que pour l'instant, ils travaillent moins. C'est en tout cas ce qui sort d'un baromètre publié dans le Figaro ce matin. D'année en année, l'absentéisme augmente et il bat cette année encore des records. Ce que révèle le Figaro ce matin, c'est que les chiffres sont autour de plus 30% tous les 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près plus 30% entre le début des années 2000 et les années 2010. Et à nouveau, plus 30% entre les années 2010 et nos jours à peu près. Donc si vous voulez, on a 2 fois plus 30% d'absentéisme en entreprise dans un pays où l'espérance de vie, contrairement à tous les chiffres où on était plutôt les moins bons élèves, en matière d'espérance de vie, et il faut s'en féliciter et s'en réjouir, la France est plutôt un bon élève européen et mondial. Donc dans un pays où la santé manifestement se porte bien, l'absentéisme, lui, est nettement plus élevé qu'ailleurs et surtout, il est en très forte progression. Donc ce rapport, ce qu'il interroge, vous avez raison, il y a un aspect purement comptable en la matière, puisqu'il y a des économies là encore à réaliser sur cet absentéisme. Il y a des pistes, et je laisserai peut-être Raphaël Legendre en parler puisqu'il les maîtrise mieux que moi, mais il y a des pistes à l'étude, notamment en matière de ce que l'on appelle le délai de carence, en matière d'alignement du public et du privé, puisque le système est nettement plus généreux dans le secteur public et qu'il ne l'est dans le l'absentéisme secteur est beaucoup privé. plus important dans le public que dans le privé, même si ça augmente dans les deux. Ça se réduit. Non, il ne faut pas caricaturer non plus. C'est-à-dire que depuis, ça augmente encore, après le Covid, l'écart s'était très légèrement réduit. Mais la santé augmente également dans le privé. Et en particulier chez les cadres. Exactement. Absolument. Vous avez 25 à 30% en réalité de l'augmentation de ces arrêts maladie qui sont inexpliqués. On a quand même une population qui est vieillissante, ça explique à peu près la moitié. On a des véritables maladies, je veux dire, on va pas non plus. C'est évidemment le cas, et on doit pouvoir être soigné très correctement quand on quitte son travail, évidemment. Mais vous avez aujourd'hui, ce sont les estimations du ministère du Travail, entre 25 et 30% des augmentations des arrêts maladie qui ne s'expliquent pas. Et donc, ce sont ces 25 à 30% d'arrêts que le gouvernement veut tenter de cibler par une mesure très simple. Aujourd'hui, la sécurité sociale prend en charge votre salaire au bout du 4e jour d'absence. Il s'agirait de porter ce délai au bout du 7e jour seulement, ce qui veut dire que la première semaine serait assurée par votre entreprise. Alors, les grands groupes ont des assurances pour gérer cela. Pour les PME, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que il y a un vrai sujet. Notamment l'UDP peut nous en parler. On est en total désaccord avec ça. C'est un transfert de charges de la sécurité sociale vers les entreprises. On travaille en rien sur les raisons pour lesquelles on a une augmentation d'arrêt de travail. Alors, il y a des problèmes de santé réels, c'est vrai, et puis il faut bien le reconnaître. Il y a notamment, ce qui est inquiétant, c'est l'augmentation des arrêts de travail chez des jeunes. Oui. Chez les moins de 30 ans. C'est notamment là que ça explose. Ça, tout de même, c'est inquiétant, parce que c'est pas vraiment des problèmes de santé, c'est des problèmes de rapport au travail. Il y a un problème de santé mentale qui est en très forte augmentation depuis le Covid et le confinement. En tout cas, ce que note également le rapport. C'est ce qu'on nous dit partout. Il y a un problème de santé mentale dans le pays. Enfin, moi, je ne crois pas que tout le pays soit devenu fou. Je pense que le pays manque de motivation. Je pense que le sujet du rapport au travail, il est lié à beaucoup de choses. On a probablement, nous, les entreprises, la motivation, c'est lié à la santé mentale. De responsabilité. Mais c'est surtout la rémunération. Le poids de la protection sociale sur le salaire fait que ce qu'il reste en bas de la feuille de paye, aujourd'hui, démotive beaucoup de gens qui se lèvent le matin tôt pour travailler. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de BFM TV nous éclairer.